Bienvenue à tout le monde à notre premier webinaire à la demande sur la fourniture d'aide à la navigation et facteurs de réussite. Je m'appelle Marianne Denono et je suis le senior responsable du marketing chez Sealite. J'ai le plus grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Malcolm Nicholson, le responsable international des produits maritimes chez Sealite, et Jean-Luc Fontane, le consultant francophone dans le domaine des aides à la navigation maritime, qui discuteront l'évaluation et la gestion des risques à la navigation. Nous espérons que vous appréciez ces abonnements et trouverez le contenu utile. Merci beaucoup, Malcolm. Bon, merci Marianne. Sealite, c'est une compagnie fondée en 1982 par Jeff Proctor, c'est le vieux. Puis maintenant, la compagnie c'est conduit par son fils Chris Proctor. Sealite, c'est un leader technologique mondial en matière de conception et de développement des étangs maritimes. Nous avons des bureaux au Melbourne, au Singapour, aux Royaume-Uni, aux États-Unis et Colombie. Notre priorité est l'investissement dans les équipements de pointe pour atteindre une efficacité supérieure et de plus haut niveau de contrôle qualité. Aussi, on conserve le processus de fabrication en interne, tout en interne. Donc, nous obtenons un milieu rapide qualité puis pour les clients, des normes de qualité supérieures et des délais de livraison plus rapides au monde. Donc, je vais vous présenter notre conférencier ce soir ou de jour, Jean-Luc Fontane. Jean-Luc Fontane, il fait carrière distinguée par beaucoup d'années. Il commence dans le méchant français marine pour 20 années. Puis après ça, il fait du service militaire. Donc, depuis 2002, il travaille pour la direction des affaires maritimes français. J'ai connu Jean-Luc pour presque 20 ans au AISM. Donc, c'est mon plaisir d'introduire Jean-Luc Fontane. Voilà, allez-y. Merci Malcolm. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter tout le schéma sur l'évaluation des risques. D'abord un aperçu qui comprendra également les systèmes d'aide à la navigation et leur entretien. Un point sur l'AISM, des explications sur la surveillance et la gestion des actifs. Et enfin, nous passerons à la conclusion. Alors, traditionnellement, l'entretien des aides à la navigation est une activité programmée et programmée à une fréquence qui peut être trimestrielle, semestrielle ou même annuelle. Avec l'émergence des nouvelles technologies, les autorités peuvent désormais surveiller et gérer leurs actifs dans un but de réduction des coûts et d'amélioration des prestations. Alors, cette présentation montre le contexte et décrit la situation présente, la situation future également, afin d'expliquer comment ces avantages peuvent être concrétisés. Alors, l'évaluation des risques. Au niveau international, la Convention SOLAS, sauvegarde de la vie humaine en mer,
est publiée par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, auprès de laquelle même la Fédération internationale de voile possède un statut consultatif. Tout ça pour expliquer que le chapitre 5 de cette convention concerne la sécurité de la navigation de tous les navires en mer, quelle que soit leur taille et leur type. Alors, pourquoi une évaluation des risques? SOLAS, chapitre 5 donc, la règle 13. Chaque gouvernement contractant s'engage à fournir dans la mesure où il le juge possible et nécessaire, soit individuellement, soit en coopération avec d'autres gouvernements contractants, toute aide à la navigation requise en fonction du volume du trafic et du degré de risque. Également, dans cette même règle 13, par souci d'uniformité, les gouvernements contractants s'engagent à tenir compte des recommandations et directives internationales lorsqu'ils mettent en place des aides à la navigation. Alors, le petit astérix signifie qu'il faut se référer aux recommandations et directives appropriées de l'AISM et à la circulaire 297 de l'OMI qui traite du système de balisage maritime. Alors, quand et comment procéder à une évaluation des risques? Eh bien, d'abord, c'est avant l'installation d'une nouvelle aide à la navigation ou avant sa mise ou remise à niveau ou son remplacement quand elle est en fin de vie. Comment procède-t-on? Eh bien, l'AISM propose 3 outils, IRAP, PAUSA, CIRA, que nous verrons un peu plus loin. IRAP, qui est un outil quantitatif, IRAP, IALA Waterway Risk Assessment Program, est un programme de l'AISM d'évaluation des risques des voies navigables et c'est un outil de modélisation qui est utile pour l'évaluation des risques en milieu maritime. En utilisant IRAP, vous pouvez estimer la fréquence des collisions et des échouements dans une voie navigable donnée en fonction des informations dont vous disposez sur le volume, la composition du trafic, ainsi que la géométrie de l'itinéraire. Et le guide 1123 de l'AISM vous donne toutes les explications nécessaires. PAUSA, qui est un outil qualitatif, signifie Ports and Waterways Safety Assessment. Évaluation de la sécurité des ports et des voies navigables. Ainsi, il fournit une évaluation des risques dans une voie navigable donnée également par l'intermédiaire d'un atelier structuré de 2 jours. La méthodologie de PAUSA consiste en une évaluation subjective du risque probable dans cette voie navigable. La méthodologie est également basée sur l'expérience d'équipes d'experts maritimes et d'autres parties prenantes sous la supervision d'un animateur. Et cette méthodologie est détaillée dans le guide 1124 de l'AISM. CIRA. Alors, le processus CIRA, pour Simplified IALA Risk Assessment, évaluation simplifiée des risques de l'AISM, est basé sur les principes qui sont énoncés dans la directive 1018 de l'AISM sur la gestion des risques. Le risque, lui, est défini comme le produit de 2 facteurs, la probabilité ou la possibilité qu'un incident indésirable puisse se produire et, si jamais il se produit, la gravité de son impact potentiel à court et plus long terme. On va aussi dire ses conséquences. La gestion des risques implique un processus structuré qui va identifier les dangers, les scénarios, avec chaque fois les risques associés, avant de prendre des mesures
pour réduire le risque au niveau dit aussi bas que possible, que raisonnablement possible, appelé ALARP, c'est-à-dire le niveau qui serait acceptable pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, on vous présente ici des tableaux qui sont très pratiques, très concis. Vous allez avoir une déclinaison des critères de risque avec l'interruption de service, l'impact humain, les critères financiers, les impacts sur l'environnement, et avec un degré de gravité qui va de insignifiant à catastrophique de 1 à 5. Également, vous allez avoir un tableau qui va vous exprimer les probabilités avec différents degrés, aussi de 1 à 5, de très rare 1 à très fréquent 5. Et le tableau d'évaluation qui combine les deux tableaux précédents en multipliant donc les deux facteurs, et on arrive à des valeurs de 1 à 25, et chaque fois étant avec la prise en compte des différents degrés de 1 à 5 pour les probabilités et de 1 à 5 pour le niveau de gravité. Alors, un exemple pour Syrah, un phare dont l'alimentation électrique est irrégulière, donc il y a des coupures de courant fréquentes. La probabilité, on va dire 4. L'impact, on va dire 2. Donc, la combinaison de ces deux facteurs donne 8, et on a bien dit que c'était une estimation subjective. Dans le tableau, on constate qu'on est dans le jaune, que le risque est modéré et qu'une action requise peut être mise en action, mise en œuvre, selon les possibilités de financement additionnel. Alors, quelles sont les options de maîtrise du risque, justement? Eh bien, on va installer un système d'alimentation qui va garantir au maximum qu'il n'y ait pas d'interruption. À partir de là, le risque est révisé, les probabilités deviennent insignifiantes, c'est-à-dire 1. L'impact, lui, de toute façon, si jamais une interruption se produit quand même, l'impact est toujours le même pour les parties prenantes, impact 2, donc 1 fois 2 égale 2, on est revenu dans le vert, le risque est très faible, et donc il n'y a pas nécessité de mettre une autre action en œuvre pour diminuer encore le risque. Alors, les systèmes d'aide à la navigation, que va-t-on rencontrer? Eh bien, pour ce qu'il y ait des structures, on va avoir des phares, des bouées, des balises, des spars. La transmission du signal pour le navigateur, elle va être visuelle, non visuelle, c'est-à-dire en fait radioélectrique, généralement, sonore. Et puis, on va avoir la partie alimentation sur secteur, ou par batterie solaire, généralement. Le maillon faible, pour qu'il y ait interruption, eh bien, on va trouver au niveau des sources de lumière des lampes à incandescence dont le filament est fragile. Pour les batteries, eh bien, l'humidité peut nuire à son bon fonctionnement quand elles sont au plomb acide. Et puis les chaînes de bouée, si l'acier est de mauvaise qualité, elles peuvent se rompre ou se corroder à une vitesse accélérée, comme on peut le voir sur la photo qui est présentée. Les solutions actuelles, eh bien, c'est le passage des sources de lumière aux diodes électroluminescentes, les LED, des antennes pour les systèmes radioélectriques, des antennes robustes, des batteries de nouvelle génération comme le lithium-ion par exemple, ou des chaînes
mixtes ou synthétiques qui réduisent les possibilités de rupture ou de corrosion de l'acier. Alors, on va avoir aussi l'entretien. Alors, l'entretien, plusieurs types. On a l'entretien traditionnel qui est planifié, programmé, par exemple, tous les 6 mois en moyenne. Un entretien qui est basé sur l'état, eh bien, si rien n'a bougé, rien n'est endommagé, on ne touche pas. Il y a également l'entretien réactif. Si quelque chose est endommagé, eh bien, il faut aller réparer. Et l'entretien prédictif, c'est d'agir en amont d'un problème éventuel qu'on aura anticipé. L'AISM, alors l'AISM, c'est des voyages réussis pour une planète durable. C'est une organisation non gouvernementale qui est basée à Paris depuis 1957. Elle est composée d'experts techniques qui sont issus d'organismes publics et du monde maritime, ainsi que de membres industriels qui travaillent ensemble pour constituer une bibliothèque de recommandations et directives au sein de standards ou de normes qui les regroupent par typologie. Alors, un exemple de recommandation à ISM, on va avoir la recommandation O130 ou R0130 dans la nouvelle dénomination, qui traite de la catégorisation et des objectifs de disponibilité pour les aides à navigation à la courte portée. Alors, on va avoir 3 catégories. Les aides à la navigation vitale, importantes, qui vont marquer essentiellement les routes secondaires, et puis des aides de catégorie 3 qui sont simplement considérées comme nécessaires. On va s'attacher à respecter des objectifs de disponibilité. Pour la catégorie 1, vu que ça marque des routes principales et puis des dangers à proximité des chenaux, par exemple, on va donner un objectif de 99,8%. Dans la catégorie 2, 99, la catégorie 3 attribuera un objectif de 97%. Alors, ces objectifs font l'objet de calculs selon une formule assez précise. La période considérée est de 3 années consécutives, sauf s'il y a des exigences qui donnent une indication contraire. Alors, les prochaines étapes de l'AISM, c'est de passer à une organisation intergouvernementale. Il y a eu une conférence diplomatique à Kuala Lumpur en février 2020 qui a initié réellement le processus. Alors, en quoi consiste la conformité pour l'AISM? C'est que tout simplement l'AISM donc produit des standards au nombre de 7. Et si un pays veut se conformer aux standards de l'AISM pour respecter ses obligations internationales au niveau de l'OMI, eh bien, il doit prendre en considération les normes qui sont exposées par l'AISM. Et dans ces normes, il y a une partie normative et une partie informative. Et la partie normative doit être respectée. On donne quelques exemples en dessous de recommandations qui traitent de ces normes. La planification des aides à la navigation, on va trouver très important le système de balisage mondial de l'AISM. D'autres recommandations qui vont traiter de la signalisation des structures artificielles en mer, très importante puisque le nombre de champs éoliens, par exemple, se multiplie au large des côtes. Alors,
comment s'exerce la surveillance d'une aide à la navigation? Eh bien, tout simplement par l'observation, un témoin qui passe en mer et qui va signaler qu'il y a un problème. On peut relayer aussi les données par GSM avec les différents systèmes. Il y a l'AIS qui, avec l'attribution d'un MMSI à une aide à la navigation et au moyen d'une licence radio, vont transmettre des données également, et pour le navigateur et pour le service chargé de l'entretien. Il va y avoir aussi la possibilité de communication par satellite qui a l'avantage d'être un système mondial, mais qui présente un coût. Il y a également le Bluetooth. Alors, la gestion des actifs, eh bien, plusieurs conditions sont réunies. Bon, il faut évidemment, quand on veut gérer des actifs, il faut qu'ils soient regroupés au même endroit. Il faut tenir compte des facilités d'accès pour aller dépanner ou faire l'entretien périodique. Il va y avoir évidemment plusieurs flux dans les communications. On va disposer d'applications Internet sur place, par exemple sur le navire qui intervient à terre. Les systèmes patrimoniaux via la clé API. Et puis, ces systèmes de gestion des actifs permettent également l'entretien prédictif et la planification. Alors, en conclusion, eh bien, l'évaluation des risques peut fournir une analyse de rentabilité pour une aide à la navigation qui va être améliorée au service de la sécurité de la navigation. Et puis, cette évaluation apporte des informations également au plan de la gestion des actifs. Dans la partie réduction des coûts, eh bien, l'entretien prédictif évite les déplacements intempestifs et leur multiplication. Et puis, ça permet d'entretenir un point unique de surveillance et de gestion des actifs. Et puis, tout cela va déboucher sur une amélioration des prestations de services pour les autorités compétentes. C'est la disponibilité des aides à la navigation et leur fiabilité sur les deux plans, sécurité de la navigation et économique. Bon, merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'est vraiment intéressant. J'ai une couple de questions pour vous. On commence. À votre avis, c'est quelle le plus facile, meilleure façon à faire la gestion de risque? Est-ce que c'est la formation de ASAM ou quelque chose d'autre? Alors, le plus simple est de suivre une formation AISM, parce que la formation AISM permet de couvrir non seulement la plupart des connaissances nautiques qui sont nécessaires pour qu'un gestionnaire d'aide à la navigation appréhende bien les risques qui sont associés à la navigation. Le gestionnaire va disposer également de toute la bibliothèque des documents proposés par l'AISM, c'est-à-dire les recommandations, les guides qui donnent des explications détaillées, et il aura en plus un encadrement d'experts qui vont pouvoir lui donner des explications, qui vont lui faire gagner du temps et en plus lui permettre de transmettre également ses connaissances ensuite à ses collaborateurs. Et puis, enfin, les outils sont simples à manier, surtout CIRA, qui porte bien son nom, c'est un outil simplifié, mais
il ne faut quand même pas commettre d'erreurs dans l'exercice de simulation que propose Sira. D'ailleurs, Sira, comme les autres outils, peut être complété par un exercice de simulation ensuite pour mieux appréhender les risques. Et surtout, les outils complexes, plus complexes en tout cas, type IRAP et PAUSA, qui nécessitent l'acquisition de données bien plus précises en termes de trafic et de nature de trafic, par exemple, nécessitent vraiment une formation dédiée. Et dans Sira, l'objectif est de diminuer justement la partie subjective de l'évaluation de ces risques. Bon. J'ai une autre. C'est en relation de réduction de coûts, des costes. C'est quel peut-être le meilleur, le plus facile façon à réduire la réduction de coûts? C'est pas le maintenance, c'est le personnel ou des nouvelles technologies ou c'est quoi? Alors, la réduction des coûts, en fait, c'est une combinaison des trois. C'est-à-dire que la réduction du personnel, je ne suis pas sûr. C'est surtout l'évaluation des compétences et la mise à niveau des personnels qui est importante. Ensuite, on va avoir également les nouvelles technologies qui vont permettre d'augmenter la fiabilité des équipements qui constituent, les différents équipements qui constituent une aide à la navigation et qui vont permettre justement d'éviter des pannes trop fréquentes de la source lumineuse, des corrosions de la structure ou des corrosions des chaînes, etc., etc. Et puis, il va y avoir dans les méthodes, dans l'approche, dans la définition des processus, avec la prise en compte de l'expérience, on va trouver un bon équilibre entre la maintenance préventive qui permet d'intervenir à une fréquence choisie et dans des conditions choisies, plutôt que de devoir intervenir plus souvent et pour réparer au risque d'avoir, si les conditions sont mauvaises, les conditions météo par exemple, d'avoir une période assez longue d'interruption de service pour une aide à la navigation. Bon. Mais merci encore, Jean-Luc. C'est vraiment intéressant. J'espère que le public a trouvé ça aussi. Si le public avait des questions encore, contactez-nous. On essayait mon français meilleur à aider tout le monde. Donc, merci encore.